Je juge l'intelligence et la lucidité de quelqu'un sur la façon dont il pose des questions et quelles questions il pose, plus que sur la façon dont il répond aux questions. Parce qu'on dit toujours que sans haters, pas de résultat. Faut pas chercher à en avoir, faut pas chercher à ne pas en avoir. Bien sûr. Juste ton truc, tant que toi tu sais que tu fais du contenu quali, qui est bon et que t'aimes ce que tu fais et que c'est apprécié par des gens qui t'as confiance, faut du reste. Écoute, c'est un vrai plaisir de pouvoir te retrouver dans ce podcast. Comme tu l'auras compris, la thématique du podcast, c'est l'Arche. Donc l'Arche, en gros, tous ensemble dans le même bateau, peu importe d'où on vient, de quel horizon, ressources financières ou pas. La direction, c'est liberté financière. Ce que j'aime mettre en avant dans ce podcast, c'est des personnes qui sont parties d'une idée, qui ont réussi à en faire un concept. C'est exactement ce que vous avez réussi à faire, toi et tes associés. Mais là, dans ce podcast-là, j'aimerais parler plus particulièrement de toi, de ton parcours, de comment tu as réussi à tout mettre en place, les réseaux, comment ça fonctionne, etc. Que tu nous révèles ces petites pépites pour que les personnes justement puissent s'inspirer de ce que tu vas dire pour eux aussi tirer leur épingle du jeu et réussir à quelque chose de plus grand. Déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie de faire ça avec toi. Écoute, ça fait longtemps qu'on en parlait. Donc, avec plaisir, ça Sixtine. fait toujours plaisir. Donc alors, pour résumer rapidement, moi j'ai cofondé donc, le Crayon Group, qui est donc, composé du média Le Crayon, qui est aujourd'hui le premier média de débat digital. Donc on fait des gros débats de société. On reçoit tous les bords politiques, tout type de leaders d'opinion qui représentent un message ou un combat qui leur est propre. Et à côté, on a développé 2 agences, donc Le Surligneur, qui est notre agence de développement du personal branding et de relations presse des entrepreneurs, donc Instagram, LinkedIn, TikTok, etc., ou la presse. Et pour faire en gros 2 des leaders d'opinion sur leur industrie, c'est le concept. Et puis à côté, on a Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique. C'est plus pour les grosses boîtes, donc du B2B, soit pour leur faire comprendre comment marche la Medical Flow, notre génération, Internet, faire beaucoup de bruit en organisant des événements ou autres. Et là, du coup, comme tu le sais, vu que tu es également investisseur, on a levé des fonds. Cher associé. Exactement. Et on a racheté donc, Les Pépites de France, qui est un média leader sur le domaine du patrimoine et du tourisme en France. Et donc ça te met en avant toutes les pépites à savoir en France. Pour l'instant, il n'y a que les paysages ou les beaux endroits de notre merveilleux pays qui en fait sont inconnus et qui sont sublimes. Et ça a pour but d'évoluer avec les restaurants, les hôtels. Après, tu peux le développer de plein de manières différentes. Ils ont également une application qui du coup te permet de voir tous les lieux précis. Un bouquin qui fait partie des 3 bouquins les plus vendus sur le domaine du tourisme. C'est donc, pas rien. Voilà, donc c'est pas rien. Et puis donc ça fait, donc on est devenu un groupe média officiellement. Ok, félicitations. Félicitations. J'aimerais, si tu me l'accordes, revenir sur les prémices, justement, avant l'aventure Le Crayon, les premiers bouts de papier, justement, grattés avec ce fameux crayon. D'où est venue l'idée comment sont les premières étapes avant de se lancer dans une aventure comme celle-ci? Pourquoi se diriger vers la création d'un média? Quel est le feu sacré derrière tout ça? Voilà, j'aimerais en savoir plus. Alors moi, j'ai eu l'idée quand j'étais en fin terminale. Parce que je suis passionnée de politique et que les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes frères et ma mère et mon père. Donc c'est vrai que je me suis dit, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. J'en ai parlé avec Valran, qui lui était un passionné de débat, qui faisait déjà de l'entrepreneuriat avant. Donc on a jumelé un peu 2 idées. Et c'est comme ça que Le Crayon est arrivé, et vraiment a commencé à exister quand Julie et Antonin sont arrivés aussi. On a vraiment bien développé le projet. Et en fait rien n'était prévu à la base. Au début, c'était un petit projet étudiant qui en fait s'est amené à évoluer de plus en plus. On n'avait jamais fait de business plan, on n'avait jamais prévu de business model tout court. On n'avait même pas la bonne plateforme. Enfin, on n'avait rien. Juste en fait, bon concours de circonstances, beaucoup de boulot. On a beaucoup testé de trucs différents. On a vraiment touché à tous les types de postes qui existent aujourd'hui dans la boîte. On les a déjà tous testés avant. Et en fait, on s'est lancé sur YouTube en janvier 2019, juste avant le Covid. On avait fait quelques petites émissions. On avait eu la chance d'avoir genre Bardella ou François-Xavier Bellamy, qui était un député LR européen. Donc très vite, on avait des invités quand même sympas pour un média qui venait de se créer. Et en fait, à chaque fois, comme qu'importe le bord politique de la personne, on s'entendait toujours très bien avec parce qu'on les reçoit de manière très respectueuse. Ils nous recommandaient ou c'était plus facile de recevoir d'autres gens. Et en fait, juste avant le Covid, on a tourné un gros débat sur le féminisme avec Julien Rochdy, qui est un masculiniste, et Maï Betterself, donc Louise Aubéry, qui est une féministe. Le débat, alors qu'en termes de qualité de forme, ressemble à rien. Le débat a explosé sur YouTube et a atteint il avait atteint à l'époque genre 500 000 très vite, 500 000 vues sur YouTube, ce qui est énorme, alors qu'on n'avait même pas 10 000 abonnés. Et en fait, c'est ça qui nous a vachement bien propulsé. Donc on a compris ce qui marchait pas, à force de tester plein de trucs. Les réseaux sociaux, on s'est mis à fond. Et puis après, le business model est arrivé quand on avait rendu en fait des services à des amis. Et vous voyez les résultats qu'on faisait par rapport à sur leur réseau, etc. Sur les RP par exemple. D'accord. Relations de presse, quoi.
Exactement. Pour ceux qui ne savent pas. Les relations presse, ou même pour de l'intelligence économique. Et après, c'est vraiment, les réseaux sociaux sont venus parce qu'on a nous-mêmes testé sur nous. On a vu l'impact que ça avait, le ROI, l'impact que ça avait et comment bien le faire. Et les choses à éviter. Donc, on s'est dit autant lancer une agence pour les entrepreneurs, vu qu'on l'a testé sur nous avant, sur 4 profils différents en plus. Donc, bien sûr. Mais tout ça, c'est très récent. Ça s'est bâti en très peu de temps. Ouais, 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans à peu près. Comment on fait pour structurer une boîte comme celle-ci qui grandit très vite, où on est invité partout? Comment on fait pour s'organiser? Quelle est toute l'organisation derrière un média qui gonfle comme ça? Et en plus de ça, derrière, vous faites des services de plus en plus poussés. Je sais qu'il faut déléguer tout ça, mais quels sont les dessous en fait? J'aimerais en savoir un petit peu plus sur comment développer un média et comment on arrive justement à être quelque part le média qui cartonne le plus actuellement. Alors, il y a 2 choses fondamentales. La première, c'est qu'on s'est construit en public. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, à la fois les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les choses qu'on avait apprises ou même quand on avait besoin d'aide, on le communiquait publiquement sur LinkedIn, sur Instagram ou autre. Ce qui fait que très rapidement, ça donnait encore plus d'ampleur à notre projet que ce que ça n'était réellement à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un énorme truc, donc ça fait beaucoup de bruit et c'est normal. À l'époque, on faisait surtout beaucoup de bruit, alors qu'il y avait vraiment quelque chose de concret et de top, mais pas aussi gros que le bruit qu'on faisait. Donc c'était vraiment la force de frappe des réseaux sociaux, de construction en public derrière 4 entrepreneurs, en gros. Surtout principalement Valorant et moi sur LinkedIn. Et l'autre truc, c'est qu'on a mis du temps, mais on a fini par trouver les points. On avait chacun vraiment nos forces. Et quand tu es 4 profils très différents... C'était la question suivante. Voilà, quand tu es 4 profils très différents, on a mis du temps à trouver... Vraiment, on était tous très bons. Surtout, moi, à l'époque, quand j'ai lancé la boîte, j'avais 18 ans. Donc, je n'avais pas forcément une compétence où j'étais meilleure qu'une autre. Il fallait que je trouve laquelle m'allait le mieux et laquelle je pouvais progresser le plus vite. Du coup, maintenant, c'est laquelle? Moi, je pense mon côté relation humaine avec les gens. Mon côté proximité, réseau, etc. Ça, je pense que c'est ma vraie valeur. J'adore ça. Ouais, donc, ça se ressent. Bon. Et du coup, donc ça, c'était une question suivante. Vous êtes 4 associés. Donc bon, avec ton frère, voilà, c'était quelque part une évidence, mais à la fois, c'est un pari risqué aussi, hein, parce qu'en famille, c'est jamais évident. Et derrière, tu me dis qu'il y a eu 2 autres associés qui sont arrivés, Jules et Antonin. La rencontre, comment ça se passe? Comment on décide de s'associer dans un projet aussi grand? Comment ça se crée tout ça? Au début, quand on s'est rencontrés, on s'est très vite bien entendus tous les 4. On est alignés sur le projet et sur l'ambition du projet. Et c'est au fur et à mesure, à force de voir les résultats, qu'on s'est dit, OK, là, ça va vraiment devenir une boîte et qui vraiment est chaud d'en faire partie et de lancer le projet. Et après, effectivement, au début, Jules et moi, par exemple, on est tellement différents qu'on est les 2 personnes où on a mis le plus de temps à vraiment s'adorer. On s'appréciait beaucoup, mais c'était vraiment plus des relations de travail qu'autre chose. Aujourd'hui, ils font comme partie de la famille, c'est comme des cousins avec qui on part en vacances, on sort ensemble, on passe notre vie ensemble. En fait, on a vachement inculqué aux 2 autres nos valeurs avec Valorant, mais inconsciemment. Avec Valorant, on est très collectif, on est très soutien, un peu une meute, tu vois, ou une équipe de foot. J'aime bien le parallèle avec une équipe de foot. Exact. Et en fait, naturellement, les autres avaient déjà ces valeurs-là, donc ça a vite très bien marché. Mais ce qui fait que naturellement, c'est devenu comme des membres de la famille où on se dit tout très facilement, on ne prend jamais rien mal parce qu'on sait que c'est dans l'intérêt de l'autre quand on fait une remarque, on se jalouse jamais, au contraire, on s'entraide énormément. Donc ça a créé la relation qu'on a avec Valorant, on a réussi un petit peu à faire en sorte que on l'ait avec les 2 autres sans que ça paraisse bizarre parce qu'on est frères et sœurs. Et donc en fait, il n'y a jamais aucun problème aujourd'hui et on s'entend très bien, on est très proches. Mais ça arrive parfois qu'on s'engueule ou autre, mais très rarement parce qu'on a le même objectif commun. Ça reste sain, quoi, parce que c'est dans le but du développement de l'entreprise. C'est une équipe de foot en fait, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est vraiment cette valeur-là qui prône au-dessus des autres. Pour des personnes qui écoutent ce podcast, généralement, ça va être des jeunes entrepreneurs qui ont une vocation de devenir entrepreneurs, de réussir, soit de monter une boîte pour avoir un complément de revenus, soit changer drastiquement de vie. Tout à l'heure, on était avec Manoa dans le podcast précédent. On a parlé de différents business, certains plus simples que d'autres. Voilà. Et en fait, la question que j'aimerais te poser, voilà, on a compris avec Manoa qu'en gros, il a commencé d'abord par créer une audience. Et ensuite, il a monétisé son audience. C'est exactement ce que j'ai fait aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur, je sais pas, les X points nécessaires pour pouvoir créer une audience qui achète, une audience qui est vraiment avec nous, c'est-à-dire pas juste des abonnés pour des abonnés, mais voilà, une audience qui est vraiment dans la même parallèle et qu'on peut accompagner sur des années. Alors déjà, il faut avoir conscience de quel réseau social de quelle cible tu veux toucher. Et en fait, donc qu'est-ce que tu veux dire et à qui ça s'adresse et pourquoi tu le fais. Et ensuite, tu choisis ton réseau social en fonction. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, LinkedIn, c'est du B2B ou du B2C qualifié.
des gens qui sont dans le monde professionnel, des salariés, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Là où, en revanche, Instagram et TikTok, ça va être que du B2C, mais du B2C beaucoup plus large. Et la seule différence entre Instagram et TikTok, c'est l'âge, la tranche d'âge des profils. Donc, évidemment, TikTok, c'est plus compliqué à monétiser parce que les gens sont beaucoup plus jeunes. C'est ça. Le panier moyen est beaucoup plus faible. Là où Instagram, c'est un peu plus facile. Donc, ça dépend du business que tu fais. Et ensuite, il faut réussir à communiquer aux gens avec beaucoup donc, autour d'un même fil conducteur, autour d'une même thématique. Évidemment, est liée à ton business. Sinon, après, tu auras très peu de ROI si tu veux convertir. Et en fait, il faut faire du contenu qui, à la fois, a beaucoup de valeur ajoutée et surtout te dire, en termes de formulation, formule-le comme la personne, enfin comme le toi d'il y a 3 ans ou 5 ans aurait aimé entendre une vidéo de toi sur tel sujet. Et c'est comme ça que tu arrives le mieux à formuler avec les bons mots, la bonne manière de faire, en te disant, moi, il y a 3 ans ou il y a 5 ans, mettons, je suis passionnée par cette thématique où je veux en savoir plus, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre, comment j'aurais aimé l'entendre. Et c'est une manière qui fait que tu arrives beaucoup mieux à réaliser, à réussir à bien le faire pour communiquer dessus. Et après, c'est vraiment la valeur ajoutée qui prône plus que tout, parce que plus tu as du contenu qui apporte des choses aux gens, et avec évidemment un peu d'émotionnel pour susciter quand même l'émotion chez les gens, plus c'est ce qui va marcher et c'est vraiment ce qui va plaire à ta communauté. Clairement, un peu d'éducatif, un peu de divertissement, réussir à faire un mélange de tout et ça permet de faire exploser les trucs. Et comprendre quel est le bon format par réseaux sociaux, c'est-à-dire que LinkedIn, tu mets pas de vidéo. C'est pas les réels qui marchent sur LinkedIn. Alors qu'en revanche, sur Instagram et TikTok, c'est que les réels qui marchent. Alors, les réels, c'est des vidéos de 1 à 1 minute 30. À l'époque, Instagram, c'était que des photos. Ouais, mais ça a évolué depuis maintenant 2-3 ans. Ça a 2-3 ans, Et même là, parfois, il y a des carousels qui reviennent un peu sur là, Instagram. apparemment. Enfin, c'est pas le truc qui fera le plus de vues. En revanche, c'est le truc qui peut convertir le mieux. Là où LinkedIn, ça restera toujours pour l'instant un texte, tu vois, mettons de 1500 caractères. Peut-être une photo. Toujours une photo. Toujours une photo. Ça augmente la visibilité. On y viendra après. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce que c'est vrai que des fois, on a tendance, quand on a acquis une certaine expérience dans un certain domaine, de parler comme si les choses étaient évidentes. Et d'ailleurs, regarde, tout à l'heure, tu as dit RP. Pour les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Tu vois, on a tendance des fois à faire des raccourcis. Et c'est vrai que c'est important, comme tu le dis, quand on prépare son contenu, de se remettre dans la tête de celui qui était avant pour pouvoir justement parler de la façon la plus simple. Et des fois, ce qui nous paraît pour nous évident ne l'est pas forcément pour les autres. Et au travers du contenu que je peux suivre aussi également sur tes réseaux, c'est vrai que le langage est assez simple, clair. Pour des gens qui sont comme nous, on pourrait se dire des fois, quand même, ça on le sait, tu vois. Mais c'est important en fait pour toutes les personnes que tu éduques justement via les différents réseaux. Et c'est ce qu'ils viennent chercher, je pense, en tout cas. Oui, mais après, c'est bien aussi, les gens adorent écouter des choses qu'ils savent déjà. Oui. Et c'est hyper paradoxal. Mais les gens adhèrent beaucoup plus à ce que tu fais et au message, même à la conversion, si tu leur dis ou si tu leur répètes des choses qu'ils savent déjà, parce que ça va les conforter dans l'idée qu'en fait, tiens, ils avaient déjà la bonne information. Ouais, clairement. Et en fait, je sais pas si c'est de l'ego ou autre, mais ça leur donne un petit coup de boost. Alors que plus tu es technique et plus tu es expert avec les mots que tu emploies, moins tu vas réussir à convertir des gens, que ce soit convertir en abonnés, en business ou autre. Clairement, parce qu'il y a plein de personnes, généralement, quand ils arrivent sur les réseaux, ça dépend. Moi, tu vois, par exemple, c'est dans l'immobilier, enfin, une de mes boîtes. Je sais que les gens, si je commence à leur utiliser... je sais pas si t'as vu le film Les Trois Frères ? Non, t'as pas vu. Et en fait, il y a un passage où il y a le notaire qui annonce en fait que l'héritage est parti, et puis il commence à parler en latin, et t'as un des trois frères qui se déplace, et il dit « je comprends pas », et il lui met une tarte derrière la tête, parce qu'en fait, c'est trop loin pour lui en termes de jargon. T'as pas la ref, mais sur la vidéo, je mettrai un petit passage. Tu verras, c'est cool. Et aujourd'hui, il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée... C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste... Parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits, là. Le jus de fruits. Enfin, oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée... Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement. Oui. Eh bien, disons qu'il n'y a plus d'héritage. Mais ce que je veux dire, c'est que les mots les plus simples pour réussir à vulgariser quelque chose de compliqué, pour qu'il soit entendu du plus grand nombre, c'est un peu l'exercice le plus difficile quand même, non? C'est le plus difficile, mais c'est ça la communication. C'est réussir à expliquer quelque chose de compliqué avec les mots les plus simples possibles et parfois des choses qui paraissent déjà évidentes aux gens. Okay. C'est pour ça que les experts sont souvent les gens les moins connus ou les moins écoutés. Parce qu'ils ont déjà au bout de trois phrases, tu as déjà trop de mots compliqués pour la majorité des gens. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça, je te prends 2 exemples très extrêmes, mais que Greta Thunberg et Trump étaient aussi connus auprès du grand public, étaient autant mass market, et que Trump a même été élu président de la République, alors que beaucoup de gens, justement des gens qui ont fait des études, qui sont des profils qui ont grandi dans des bonnes familles, etc., trouvaient Trump débile, parce qu'ils avaient se dit mais comment un président de la République peut parler comme ça? Mais en fait, il parlait d'une manière où le gosse de 15 ans du fin fond de l'Arizona, il comprenait ce que Trump disait. Et c'est pour ça qu'il a gagné les élections. Il va peut-être même se faire réélire. C'est possible. Et parce qu'il a parlé à tout le monde.
Et là où souvent les politiques s'adressent, justement, ils pensent que de s'adresser de manière très compliquée et très expert, ça va les rendre plus audibles et plus calés dans ce qu'ils font. Et en fait, non, c'est une grosse erreur de communication. Est-ce que quelque part, c'est pas ça, la mission Le Crayon, justement, c'est de réussir à vulgariser des choses compliquées, à mettre on va dire, des personnes aux antipodes sur des débats pour justement réussir à démêler des situations compliquées ou des choses complexes qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, mais des débats d'ailleurs que les gens généralement ne veulent pas faire, tu sais. Ouais. On ne veut pas y aller parce qu'on sait que ça va être compliqué. Moi, ce que j'adore quelque part dans ce que vous avez créé, c'est qu'on donne la voix à des personnes ou à des thématiques qui normalement... voilà, on n'écoute pas le prêtre, enfin tu connais l'histoire, hein, c'est toi qui l'as fait. Mais le but en fait pour vous, numéro 1, c'est quand même de vulgariser tout ça et puis, tu l'as très bien dit, d'ouvrir justement ces débats aux jeunes. Est-ce que finalement, c'est pas ce que vous avez réussi à faire? Alors si, et surtout on en avait un petit peu marre de voir toujours les mêmes profils dans les médias. Des profils qu'on n'estimait pas forcément toujours les plus intéressants en fonction des thématiques et surtout dans les médias traditionnels et même beaucoup de médias digitaux, tu survoles les sujets pour soit en faire du buzz, soit c'est de l'actu vraiment chaude, donc t'as pas le temps de rentrer en profondeur des sujets et de vraiment écouter le fond des choses, ce qui fait que parfois beaucoup de gens ont des avis sur des sujets parce qu'ils ont entendu un petit truc à TPMP, TF1, ce que tu veux, en fait tu leur demandes concrètement une explication, ils comprennent rien de ce qu'ils eux-mêmes racontent, et ce qui en fait est très dangereux je trouvais pour la société. Donc en fait nous on invite parfois même des gens qui sont inconnus ou très peu connus, qui sont pas forcément les gens les plus connus sur cette thématique-là. En revanche c'est souvent les gens les plus experts ou en tout cas qui ont un vrai regard là-dessus. Et en fait effectivement nous on traite des sujets en profondeur pour que les gens qui regardent nos émissions puissent se faire leur propre idée au travers de nos propres débats ou de nos propres interviews, sans que ça soit politisé dans un sens ou dans un autre. On reçoit toujours deux personnes, une personne d'accord, une personne pas d'accord sur un sujet, un bord politique contre un autre bord politique. On ne reçoit jamais des gens... Enfin, on n'a pas pour but d'orienter, en fait. Après, t'en as forcément un qui est peut-être meilleur qu'un autre dans un débat. Bien sûr, ça c'est le jeu, ça, bien sûr. Mais c'est vraiment le but, c'est de montrer qu'il y a d'autres profils intéressants dessus et que tu enfin un média qui fait des vidéos longues, intéressantes sur des sujets de fond. Est-ce que quelque part, le média n'est ni de gauche ni de droite, il est centriste ou est-ce que c'est complètement à côté? Il est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni centriste. Tu as beaucoup de gens qui appelleraient ce média comme un média transpartisan. Pour nous, on dit que c'est un média qui est neutre politiquement. Tu as des gens qui diraient non, parce que si vous recevez l'extrême droite ou si vous recevez l'extrême gauche, du coup, vous ne devriez pas les recevoir, donc c'est que vous êtes de gauche ou vous êtes de droite. On a franchement plutôt entendu. Mais franchement, on a autant d'émissions de gauche que de droite, que d'extrême gauche, que d'extrême droite. On fait vraiment attention à ça. Donc, zéro étiquette. Zéro. Ok. Zéro. Et même au sein des fondateurs, on est chacun pas d'un même bord politique. Donc j'ai envie de te dire, même si on voulait truquer le truc, on pourrait pas le truquer. Ouais, c'est bien. Okay. Et donc du coup, maintenant rentrons un petit peu dans le vif du sujet, parce que tu m'as dit que tu avais donc le crayon, le média. De l'autre côté, il y a le surligneur. Tu accompagnes donc des sociétés, tu accompagnes aussi des personnes dans le B2C, B2B. Qu'est-ce que tu fais concrètement et comment ça se passe les accompagnements quand quelqu'un veut, par exemple, passer par toi pour soit augmenter sa notoriété, quels sont les leviers, parce que le fait justement que tu l'expliques, peut-être que d'autres personnes pourront comprendre quels sont les leviers qu'ils doivent mettre en place pour eux-mêmes et qui sait, s'ils ont besoin d'être aidés ou accompagnés, potentiellement pourront venir vous voir. Alors, par exemple, ce qu'on fait pour les réseaux sociaux, donc pour développer la communauté des entrepreneurs ou des chaînes d'entreprise sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram ou TikTok, en fait, tu as beaucoup d'agences qui font cette erreur-là de savoir que leurs clients sont obsédés par les statistiques parce que ça crée de la dopamine, donc évidemment, ils ont bien raison de le faire et que souvent les clients, s'ils passent par eux, c'est qu'ils s'y connaissent pas forcément bien. Et qui, en fait, au bout d'un moment, se rendent compte que ça crée zéro ROI parce que certes, ça fait des posts hyper clivants, mais qui convertissent très peu parce que du coup, il y a un peu de n'importe qui que ça touche. Nous, on a une vraie strate de faire un mélange de posts qui font beaucoup de visibilité. On appelle ça les posts tofu sur LinkedIn. Les posts top of tunnel, tu vois, c'est un peu comme un entonnoir et toi, tu as 3 niveaux de l'entonnoir. En fait, l'entonnoir, c'est plus tu fais des posts précis, plus tu fais des posts qui auront moins de stats, mais du coup qui seront beaucoup plus vus par des gens qui sont intéressés. Plus qualifiés. Voilà, plus qualifiés. Et en fait, nous, on fait un mix de posts très large donc pour toucher plein de gens, et après de posts très qualifiés, en tout cas experts sur leur domaine, pour montrer que ça touche plein de monde, et donc les gens qui sont touchés, le post d'après, ils voient qu'en fait, le mec est un vrai expert sur tel sujet, et donc soit là, ils s'abonnent, soit ils convertissent en clients, en autre, ça dépend. En fait, tu fais un mélange des deux. Donc en fait, tu as des posts qui feront beaucoup plus de stats que d'autres, et souvent, c'est d'ailleurs les posts qui font le moins de stats qui souvent sont le plus héroïstes pour toi, pour le client, parce que en fait, c'est ceux qui convertissent le mieux. Et nous, on fait ce mélange-là de stratégie que en fait, quasiment personne ne le fait, parce que tu peux le faire que quand vraiment tu es toi-même créateur de contenu, sinon tu n'arrives pas à comprendre vraiment comment ça marche bien les réseaux. Et c'est un peu pareil sur Instagram et TikTok.
Après, ça dépend des clients, ils veulent que de la visibilité, d'autres un mélange de visibilité. Donc ça dépend aussi. Ou commencer par la visibilité, puis partir après. En fait, tu as 3 gros piliers. Tu as la visibilité, la crédibilité et lead commerciaux ou ROI. Et en fait, ça peut paraître débile parce qu'évidemment, ça t'apporte les 3, mais sauf que c'est pas vraiment la même stratégie en fonction de ces 3 pilier lequel tu veux le plus savoir. Et ça peut paraître évident, mais en fait, ça l'est pas vraiment. Et après, généralement, oui, Instagram et TikTok, les gens veulent plus de visibilité qu'autre chose. Monétiser. Mais c'est bien tous les temps d'avoir un post qui montre vraiment que tu t'y connais dans ce que tu dis, parce que de toute façon, pour convertir en client, il faut vraiment montrer que tu es bon, sinon les gens vont jamais adhérer à ton produit. Et donc, c'est bien d'avoir des petits posts qui montrent que tu t'y connais vraiment bien. Tu vois, c'est rigolo parce que même, tu vois, par exemple, moi, sur la trame technique d'acquisition sur les webinaires ou les choses comme ça que je peux faire, par exemple, on va faire une technique d'acquisition hyper mass market, par exemple, sur 3 semaines d'affilée. Et après, on va reprendre, au lieu d'aller prendre de l'acquisition mass market, on va reprendre dans notre base mail. Et là, on va réinviter des prospects qui sont déjà venus justement dans cette audience mass market avec quelque chose, un funnel qui est beaucoup plus serré, où là on va parler vraiment de conversion et finalement on va avoir beaucoup moins de monde. Mais le fait justement d'avoir été mass market, le coût du lead nous a coûté beaucoup moins cher. On les a réchauffés, finalement on a transformé quelque chose de pas cher en quelque chose d'hyper quali et ça nous a permis d'optimiser. Finalement, sur les réseaux, en faisant du mass market, on attire de plus en plus de personnes. Comme on a plus de personnes qui sont potentiellement non intéressés au départ, on crée quand même de la visibilité sur le compte. Une fois qu'ils sont arrivés sur place et que quelque part ils ont un pied dans le magasin, parce que c'est un peu le but, hein, un peu comme à la Ikea, on leur fait faire tout le magasin puisqu'ils sont obligés de passer par là et à la sortie, c'est la caisse. C'est un peu ça, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Cool. C'est le but des réseaux. Et est-ce que du coup tu conseillerais la même, on va dire la même technique pour tous les réseaux, ou est-ce que vraiment ça dépend du type de client, du type de réseau et du type du client et du type de réseau? Est-ce que c'est corrélé ou est-ce que c'est non corrélé? Alors, Instagram et TikTok ont quand même beaucoup de similitudes sur la manière de faire. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire une stratégie propre à TikTok ou propre à Insta. Généralement, il faut publier le même contenu que tu postes sur l'un, tu le postes sur l'autre. Parce qu'il y a quelques petites différences, mais tellement fines que tu n'as pas besoin de poster du contenu propre à la plateforme. En revanche, c'est sur LinkedIn où la stratégie peut être beaucoup plus différente en fonction des clients. En fait, à chaque fois, ça ne va pas être la même stratégie, forcément en termes de fond. Ouais, clairement. Par contre, en termes de code, de comment marche la plateforme et de forme, c'est souvent la même stratégie, parce que sinon, tu ne sais pas toi qui invente les codes de la plateforme, c'est la plateforme qui est comme ça. Bien sûr. Donc après, c'est-à-dire que quelqu'un ne va pas commencer à faire une vidéo sur LinkedIn, alors que ce n'est pas forcément les vidéos qui sont mises en avant, pour être différent. Soit différent, super, mais tu vas être beaucoup moins vu, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc non, en fait, c'est en fonction de chaque niche, chaque différentes expertises de nos clients, tu fais différentes stratégies, tu leur conseilles sur les différents réseaux sociaux en fonction de la thématique sur laquelle ils sont et en fonction de la cible qu'ils veulent toucher. Et en fait, c'est comme ça qu'après, tu gères bien ça. Et de toute façon, c'est notre expertise, donc on a l'habitude de le faire. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, on a bien compris des réseaux différents, des approches différentes. Est-ce qu'en fonction de ta personnalité, par exemple, on va avoir un prospect plutôt timide, un prospect plutôt excentrique, quelqu'un de plutôt sérieux, comment tu le conseillerais vis-à-vis de ces réseaux? Comment t'orienterais en fait en fonction de la personnalité? Est-ce qu'on oriente quelqu'un en fonction de sa personnalité? Exemple, aujourd'hui, les personnes qui vont écouter ce podcast veulent peut-être se lancer, je sais pas, il y en a un qui veut donner des cours de cuisine, l'autre qui veut vendre des produits d'infoproduits et l'autre qui veut par exemple donner des cours de maths. C'est un exemple, hein, d'accord? Comment tu lui fais choisir son audience en fonction de sa thématique, en fonction de sa personnalité, en fonction également de sa capacité à parler en face d'une caméra? Est-ce qu'il y a vraiment une différence en fait entre les réseaux et quelle est la technique pour toi de sélection du réseau en fonction de ta personnalité et de ton produit? C'est une bonne question que tu poses, que c'est vrai que les gens ne la posent jamais. Alors, tu choisis ton réseau social en fonction de la thématique et de la cible, la thématique dans laquelle tu es, et surtout de la cible que tu veux toucher. Okay. Et en fait, c'est ta personnalité pourra jouer un jeu dans la manière dont tu tournes tes vidéos ou le ton avec lequel tu écris les posts, par exemple sur LinkedIn. Okay. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de très timide et que ça te gêne de passer devant la caméra, et que en fait tu trouves une manière de faire en sorte que soit t'as qu'une voix off et tu fais un montage qui fait qu'on te voit très peu, soit à l'inverse t'es quelqu'un de très extraverti que t'adores te montrer à la caméra, en fait tu vas t'asseoir sur une chaise, il n'y aura pas de table, tu peux faire de la grande gestuelle, tu peux montrer que t'es très à l'aise, etc. Si t'es timide, tu peux mettre une petite table, de racheter des petites feuilles à côté pour le rassurer. Enfin, il y a une manière de faire dans la forme du fond, tu vois, c'est la forme du fond qui peut être différente en fonction des personnalités des gens. Après, le plus important, que tu sois introverti, extraverti, timide ou pas du tout timide, c'est vraiment de passer outre ces barrières-là en te disant que de toute façon, il y aura toujours des gens pour te critiquer quoi qu'il arrive. Ça, c'est toute ta vie. Ça fait partie du jeu. Ces gens-là, t'aurais jamais été pote avec eux ou t'aurais jamais fait de business avec eux. Donc, en fait, tu t'en fous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à s'en foutre du regard des autres. Clairement. Et les réseaux sociaux, surtout, te donnent vachement confiance en toi. Il y a quand même beaucoup plus de gens bienveillants que malveillants sur les réseaux sociaux. En tout cas,
je conseille, enfin sur tous les réseaux sauf Twitter. Twitter, j'en parle pas parce que surtout en ce moment, je préfère éviter. C'est un réseau social, évidemment, il y a plus de haine qu'autre chose. Non, mais et surtout, ça apporte zéro business Twitter, donc ce sont ces réseaux sociaux pas très utiles. Mais après, à LinkedIn, t'as quasiment jamais de haine, t'as toujours un ou deux rageux, mais ça c'est classique, ils te sont type rien. Le pauvre, t'es même plus triste pour lui qu'autre chose. Et les autres réseaux sociaux, t'as toujours un ou deux personnes pas d'accord avec toi, mais de toute façon, tu t'en fous, c'est le game des réseaux. Et encore une fois, c'est quelqu'un avec lequel t'aurais jamais fait de business ou tu serais jamais devenu pote. En fait, tu t'en fous. C'est important ce que tu dis justement parce que c'était un peu la suite, sachant que bon, tu fais partie quand même des professionnels au niveau des réseaux. Tu sais, la plupart des personnes veulent fuir justement les haters, les mauvais commentaires, etc. C'est un peu ce qui fait peur au départ. C'est quand on commence à se lancer, syndrome de l'imposteur, la peur de publier, la peur de l'échec, la peur de... Tu connais l'histoire, d'être critiqué, etc. Moi, je sais que ce que j'en parlais d'ailleurs avec Manoa, c'est que dans mes premières vidéos, je voyais tous mes défauts, tout ce que les autres ne voient pas en fait. Tu les vois, tu vois. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas oser se lancer, etc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, à ces personnes qui justement, ont peur de la partie haters, critiques, etc., et qui ont du mal, justement, à se lancer? De passer outre. En fait, tu ne peux pas être touché par une critique de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas possible. En fait, sinon, vraiment, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour toi. Dans ce cas-là, si ça te touche autant que ça et que tu es vraiment stressé, limite tu fais vérifier ton contenu avant auprès de quelqu'un. Et ce qui fait qu'après, si tu reçois des critiques alors que ça a été doublement vérifié, c'est que tu sais vraiment que c'est la personne, c'est un énorme rageux, que c'est pas toi le problème. Et en fait, il faut accepter que les critiques qui sont des critiques constructives et bienveillantes, les gens malveillants, les gens rageux, souvent ils critiquent juste pour critiquer et c'est même pas toi forcément le problème, c'est juste que c'est eux, ils ont un mal-être et ils veulent juste l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc ça, il faut vraiment passer outre. Je sais que c'est difficile au début, moi aussi, comme toi, j'avais peur d'être critiquée sur mon physique. En plus, les premières vidéos, elles sont jamais très bien faites. C'est horrible. Qui ressemble à rien. C'est une catastrophe. En fait, tu apprends juste au fur et à mesure à le faire, à t'en foutre. Et surtout, tu gagnes vraiment confiance en toi. Parce que tu as quand même plus de soutien que de haters. Ça peut arriver de faire une bourde. Je me suis déjà pris un énorme bad buzz qui a fait des millions de vues. Donc, en fait, ça te touche pas quand tu sais que tu n'en as rien à foutre des gens qui te critiquent et si c'est des gens que tu connais pas. C'était un peu la suite justement. Est-ce que finalement ces haters, c'est pas un peu l'essence de la construction finalement d'une renommée? Parce qu'on dit toujours que sans haters, pas de résultat. C'est pas ça, c'est que si tu commences à être critiqué, c'est que tu commences à... C'est que t'es quelqu'un. Tu commences à exister. Ouais, on critique personne qui n'existe pas. De toute façon. Est-ce que finalement, c'est pas accepter de comprendre les codes tout de suite des réseaux sociaux en se disant si je publie, j'aurai forcément des haters. Et bien sûr, oh mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi des haters parce que ça voudrait dire que ça a marché. Est-ce que c'est pas un peu la chose qu'il faudrait dire aux personnes qui veulent se lancer? Si, surtout si. Après, c'est vrai que plus tu es clivant sur des thématiques un peu comme Manoa a tendance à peut être facilement critiqué, plus facilement attends-toi à recevoir des haters. Après, plus tu fais des sujets qui sont des sujets de société ou qui sont des sujets très mass market, il y a moins de chances que tu sois critiqué. Donc ça dépend aussi de la thématique dans laquelle tu es. Mais effectivement, faut pas chercher à en avoir, faut pas chercher à ne pas en avoir. Tu fais juste ton truc. Tant que toi, tu sais que tu fais du contenu quali, qui est bon et que tu aimes ce que tu fais et que c'est apprécié par des gens qui t'ont confiance, tu t'en fous du reste. Est-ce que tu crois que le nombre d'abonnés est important pour monétiser quelque chose, monétiser une expérience, etc. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu voir et entendre souvent. Moi, je sais qu'avec mes 500 abonnés, quand j'ai commencé, je faisais déjà des 10 000, 20 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ton expérience, des personnes que tu as accompagnées, des personnes qui disent « Ouais, mais bon, moi, je suis personne ne me connaît, il n'y a que 1000 personnes qui me suivent, pourquoi les gens achèteraient mes produits, etc. etc. » Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, les abonnés ne sont pas du tout la chose la plus importante, parce que ça dépend encore une fois dans quelle niche tu es. Tu as des gens, 30 000 abonnés sur, mettons, n'importe quoi, tu vends des câbles électriques ou tu parles de physique quantique ou d'une partie du business tellement spécifique, c'est énorme. En fait, tu fais partie des plus gros influenceurs sur cette niche alors que tu n'as que 30 000 abonnés. Bien sûr. D'autres qui en ont 500 000, mais sur des niches tellement énormes qu'en fait, t'es pas non plus l'exception. Bien sûr. Il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, non. En fait, il faut réfléchir en termes de niche dans laquelle tu es. Donc plus tu es sur une niche compliquée et délicate, moins tu as d'abonnés et c'est sûr que tu vas grossir plus lentement que les autres. En revanche, le plus important, c'est de continuer à avoir du contenu de valeur et surtout, c'est le reach que tu fais, c'est-à-dire les vues et les likes et les interactions. C'est ça le plus important. Parce qu'en fait, tu peux avoir 500 abonnés et 10 fois plus convertir que quelqu'un qui a 20 000 abonnés. Clairement. Comme inversement, tu peux avoir 100 000 abonnés et méga bien convertir. D'autres qui ont 100 000 abonnés qui ne convertissent pas du tout. C'est aussi en fait, l'important, c'est la qualification de l'audience que tu as. C'est pour ça que c'est mieux vaut prendre plus de temps mais construire une super audience que de vouloir y aller très vite et en fait, c'est zéro qualifié, ce qui fait qu'après, quand tu veux convertir, tu as zéro ROI en fait. Ouais, clairement. Donc non, les abonnés, ça reste important parce que plus tu as d'abonnés, plus tu as de chances que ça convertisse, ça évidemment. Normal. Mais c'est pas le truc le plus important et c'est même pour ça que parfois les micro-influenceurs, quand tu fais des campagnes ou autres, sont très utiles parce qu'ils convertissent très bien et parfois ils ont un meilleur ratio de conversion en termes d'abonnés et de conversion que des gens qui en ont beaucoup plus et qui convertissent.
Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes justement ces premières vidéos, ces premiers passages au micro. C'est important parce que tu vois, les personnes justement qui écoutent ce podcast, encore une fois, s'ils veulent pouvoir se projeter, s'ils te voient aujourd'hui pleine d'assurance, etc., tu vois, ils ont du mal à se projeter. Qui était la Sixtine des débuts quelles sont les galères qu'elle a traversées Raconte-nous un petit peu le avant. Il y en a eu pas mal. Moi, j'étais une fille qui n'avait pas hyper confiance en elle plus jeune. Plus je vieillis, plus j'ai confiance en moi. Bon, aujourd'hui, évidemment, j'ai assez confiance en moi, mais le fait d'être exposée m'a vachement aidée. Au début, mes premières vidéos, en termes de fond, c'est pas... L'idée est top, mais je le formulais vraiment pas bien. Physiquement, je ressemblais pas forcément à ce que je ressemble aujourd'hui. Raconte-nous, donne-nous des détails. Qu'est-ce que tu voyais Parfois, typiquement, je faisais une vidéo où tu avais genre un bouton là ou un truc, pas forcément bien coiffé, la lumière qui était dégueu, les sous-titres qui ressemblaient à rien. Enfin, c'est normal en fait. Et plus tu le fais, plus tu apprends à le faire. Et en fait, le plus compliqué, c'est toujours de se lancer. Et même parfois, ma première télé que j'avais faite, je crois que c'était genre BFM Business, à un moment en plein direct. La journaliste me pose une question, mais la question était tellement facile et simple qu'en fait ça m'a fait bugger tellement la question était vraiment même pas hyper qualitative. Ça m'a fait bugger. Donc en fait je te sors une phrase qui ne veut rien dire, genre je te fais tu as meublé comme les politiciens. J'ai meublé. Je sortais des mots compliqués dans une phrase et ça veut strictement rien dire et en fait je réalise que ça veut rien dire, du coup je ne savais même pas ce que j'allais dire d'après. Je m'arrête, je la regarde et je dis pardon. Et genre je sors un pardon en direct comme ça devant tout le monde, super. Alors qu'en fait on s'en fout parce que c'est débile. Clairement. Parce que les gens retiennent que 20 à 30% de ce que tu dis. Donc le plus important c'est l'assurance que tu as l'air de renvoyer et de dégager. Donc de lâcher un pardon, en fait n'importe qui écoutait pas trop d'un coup a entendu le pardon, donc se rend compte que finalement t'étais pas bien. C'est une connerie, ce qu'il faut jamais faire. Même quand tu dis une connerie, il faut pas se rattraper, il faut rien faire parce que la majorité des gens écoutent pas et oublient. Et donc évidemment je me suis ratée à mon premier direct et en fait personne ne s'en rappelle, personne s'en souvient. Moi je m'en rappelle, j'ai pris des notes. Non, non mais en fait c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait il faut réaliser que derrière n'importe quelle personne qui a confiance en elle, donne l'impression qu'elle a confiance en elle ou a l'habitude de bien le faire, elle a toujours commencé, comme tout le monde, à avoir peur du syndrome de l'imposteur, peur d'être critiquée sur son physique, parfois à être sur des sujets où elle n'est pas forcément la plus qualitative dessus. Tout le monde est passé par là, tout le monde est pareil. Même les plus grands journalistes possibles, même les plus grands politiciens possibles, ont tous commencé comme ça. Et les gens jugent beaucoup moins qu'on ne le pense. Vraiment. Et surtout, justement, si vous avez peur d'être jugé auprès de gens qui eux-mêmes s'y connaissent bien, mais ils vont encore moins vous juger parce qu'ils sont passés par là. Le plus dur, c'est le début. Le plus dur, c'est d'enlever cette peur. D'ailleurs, qu'on est nous-mêmes les premiers à se mettre, cette peur de... Putain, je suis pas assez légitime. Oui, mais t'es pas assez légitime par rapport à qui? Toute ta vie, tu vas être légitime pour plein de gens et illégitime pour d'autres. Que t'aies 1 an ou que t'aies 100 ans, tu seras toujours légitime et légitime. Ça dépend juste de quel... Voilà. C'est la fonction de quel grade de comparaison tu te mets. Mais c'est débile. C'est-à-dire qu'en fait, déjà aujourd'hui, t'es hyper légitime pour plein de gens, t'es hyper pas légitime pour d'autres. Ça va être le même cas dans 40 ans. Ça dépend à qui tu te compares, bien sûr. Ça dépend à qui tu te compares. En fait, faut pas se comparer, quoi. Parce que c'est le jour où tu te compares, tu veux être accepté par telle ou telle personne, que tu réalises que le jour où tu l'es vraiment accepté, en fait, tu n'avais pas besoin d'être accepté par eux et qu'en fait, tu t'en fous complètement. Que ça ne sert à rien, ça ne change rien à ta vie que tu sois accepté par eux. Tu vois, dans les prémices justement des premières caméras, etc., moi par exemple, au tout départ, quand je me suis lancé dans l'immobilier, il y avait le stéréotype à cette époque-là de faire les vidéos devant une piscine. Tu vois le délire? Ouais, je m'en rappelle. Et en fait, si tu veux, quand j'ai fait ma première vidéo, j'étais chez mon cousin. J'avais donc planté ma première caméra que j'avais acheté 500 balles, je crois. Je suis resté 5 heures au bord de sa piscine. Et en 5 heures, j'ai sorti une vidéo de 5 minutes. Parce que j'avais l'impression que tous les voisins m'observaient, que tout le monde m'écoutait. C'était jamais le bon plan, pas la bonne lumière, pas le bon endroit, pas le bon jour, pas la bonne humeur, pas le bon teint, etc., etc. Suite à ça, la question que je voudrais te poser, parce que là, si tu veux, je voulais juste te le dire ouvertement pour que les gens comprennent que c'est un passage obligatoire. La question que je voulais te poser par la suite, est-ce que finalement tu acquiers une confiance en toi ou est-ce que tu acquiers la confiance que tu as l'impression que les autres voient en toi? Ça, c'est deux choses différentes. C'est une excellente question. En fait, tu acquiers la confiance que les autres ont en toi, ce qui te donne confiance en toi. Ouais. En fait, si le regard des autres n'existait pas dans la société, les gens auraient beaucoup plus confiance en eux. La majorité des gens vivent dans le regard des autres. Dans la validation. Ouais. Et en fait, c'est très toxique, mais c'est la société qui inculque quelque chose comme ça et les réseaux sociaux n'aident pas à ça. Et c'est débile parce que parfois, je connais des gens brillants qui n'ont pas confiance en eux alors qu'ils devraient avoir confiance en eux. D'autres, ils sont profondément inutiles, ils ont profondément confiance en eux, ou en tout cas, ils donnent l'impression qu'ils ont confiance en eux. Alors qu'en fait, plus tu as confiance en toi, plus tu arrives à prendre des risques, plus tu arrives à être pertinent dans ce que tu dis, à progresser parce que tu as envie de progresser aussi. Et moins tu as confiance en toi, plus tu as peur, plus tu te renfermes, plus c'est... En fait, l'un, c'est un cercle vertueux, l'autre, c'est un cercle vicieux. Mais c'est une question de mindset, en fait. Voilà.
C'est une question vraiment de mindset psychologique dans laquelle tu te mets. Mais tu vois, c'est intéressant de souligner ce point-là parce que, par exemple, que ça soit aujourd'hui toi ou moi, d'extérieur, des personnes qui ont extrêmement confiance en eux, etc., etc. Moi, personnellement, je doute souvent, très souvent, de ce que je peux faire, etc. Et je pense que c'est pas mal, tu vois, de penser comme ça parce que ça permet une remise en question perpétuelle et ça permet justement de ne pas rester sur ses acquis et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, je parais bon. Les gens valident que je suis bon, mais à tout moment, ça se trouve, je ne serai pas bon. Et comme je doute d'être toujours bon, ben je continuais à essayer d'être bon. Tu vois, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire être hautain ou être têtu. C'est pas une validation, quoi. C'est ta confiance en toi pour toi, pas pour les autres. Et donc, fait, c'est quand tu as vraiment confiance en toi, tu as toujours envie d'être la meilleure version de toi-même. Donc, justement, de te tromper est le pire truc possible, ce qui fait que tu acceptes normalement, quand tu as vraiment confiance en toi et que tu as quelqu'un de plutôt sain et de raisonné, t'adores te tromper parce que ça te permet de continuellement à progresser et donc d'avoir encore plus confiance en toi parce que tu sais que tu apprends constamment des choses. Et c'est pour ça que j'aime autant bosser par exemple avec mon frère Valran, qui est, je pense, l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse parce que c'est un surdoué hyperactif et en plus très modeste, que quand tu lui en parles, il est en mode mais non, il est énorme, j'adore. Mais c'est le cas. Et c'est la personne, il a beau être persuadé de quelque chose, tu lui expliques profondément pourquoi tu penses à l'opposé avec des arguments clairs, nets et précis. De un, il t'écoute, de deux, il peut changer d'avis en 2 secondes. Pour quelqu'un qui sait que biologiquement, il est plus intelligent que la majorité des gens, c'est une force de confiance en soi et de maturité tellement énorme que le mec se remet constamment en question parce qu'il préfère avoir tort, mais à la fin avoir la bonne explication qui fait qu'il va avoir le mot juste, la bonne finalité des choses, que de faire genre qu'il a constamment confiance en lui, qu'il a constamment les raisons qui à la fin fait qu'en fait tu n'avances pas. Et quand un bon entrepreneur doit constamment s'en remettre en question. Sinon c'est la mort. Tout en ayant confiance en lui, parce que sinon il ne fait rien. C'est un juste milieu à trouver. Si on cesse de progresser, c'est le jour de la mort. Je suis d'accord. Il y a une phrase que j'aime bien sortir, que mon père me disait quand j'étais jeune. Il disait si tu poses la question, tu passeras pour un idiot une fois. Si tu la poses pas, tu resteras un idiot toute ta vie. Qu'est-ce que tu penses de cette question ? Ah non, justement, pour moi, je juge quelqu'un sur le fait... Enfin, je juge l'intelligence et la lucidité de quelqu'un sur la façon dont il pose les questions et quelles questions il pose, plus que sur la façon dont il répond aux questions. Moi, les gens les plus brillants que j'ai rencontrés sont les gens qui posent les questions les plus intelligentes. Et j'ai un exemple incroyable de ce que je viens de te dire. C'est 2 entrepreneurs que je connais, que j'adore. Tu as Benoît Dubos, je crois que tu veux voir qui c'est peut-être, qui a fondé donc Scalesia. Et également le podcast Les Jeunes Branches de Scalesia, qui est l'un des entrepreneurs les plus brillants et qui apporte le plus de valeur ajoutée sur les réseaux sociaux, sur sa niche, sur ce qu'il fait. Et Maxime Blondel, qui est le fondateur de The Quest, qui est un startup studio. Et les deux, j'ai fait un podcast avec les deux et je savais déjà qu'ils étaient hyper brillants et intelligents, mais ça m'a encore plus surpris. On a fait le podcast donc, pour Benoît donc, dans son émission, ici en plus. Et en fait, c'était incroyable parce que c'était un échange de questions pertinentes dans tous les sens. Donc en fait, c'était même pas forcément les réponses étaient intéressantes, c'était la formulation des questions et pourquoi tu posais cette question-là. Donc en fait, il faut poser des questions. Tu t'en fous en fait, et même si tu poses une question qui peut paraître débile, c'est là où je voulais en venir. En fait, la personne en face c'est celle-là qui va être ravie de te répondre à la question, parce que c'est souvent une question qu'on lui a déjà posée plein de fois, une question qui est facile. C'est pour ça que les gens pourraient dire que c'est des questions débiles. Bah tant mieux. La personne, tu la mets pas en difficulté, donc elle va jamais ne pas t'apprécier, te trouver con parce que tu lui poses une question comme ça. Clairement. Et au pire des cas, si t'as un petit doute, tu dis bah ma question peut paraître très naïve, mais pour être sûr. Et là, tac. Donc après, c'est une question de formulation, mais il faut toujours poser des questions. Mieux vaut, et puis ton père a raison là-dessus. Après, moi, j'estime que poser des questions n'est pas débile, c'est la façon dont tu poses les questions. Ouais, bien sûr. Mais mieux vaut toujours poser des questions que ne pas en poser. Je disais ça parce que, si tu veux, ça arrive que lors d'un débat, lors d'échanges avec des personnes qui ont une belle élocution, une belle façon de parler, qui savent des choses, etc. Moi, j'ai souvent été un petit peu, tu vois, la roue de secours dans le sens où j'ai arrêté l'école à 14 ans, tu vois, et je suis pas très cultivé, et je me suis cultivé par la suite. Et des fois, il y a des questions que j'osais pas poser, tu vois, et finalement, je repartais sans la réponse, tu vois. Et cette façon d'expliquer ce que mon père disait, il disait que si tu poses la question, peut-être que les gens vont dire, bah tiens, c'est un idiot, il le savait pas. Mais au moins, tu repars plus riche en partant, plutôt que de faire semblant de dire tu vois ce que je veux dire, Jérémy? Ah oui, tout à fait, ouais. Et finalement, tu repars, mais tu sais toujours rien. Et cette façon justement de comprendre que ce n'est pas grave de poser une question bête parce que finalement, tu vas repartir avec le savoir nécessaire. Et ce que toi, tu vas apprendre, peut-être que tes amis autour ne le sauront pas et finalement, ils seront le bête de quelqu'un. On est tous le bête de quelqu'un à un moment donné, tu vois. Tous le con de quelqu'un, le mal de quelqu'un, ce que tu veux, mais ça, c'est sûr. Non, alors par contre, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est que c'est bien de poser plein de questions, même les questions qui peuvent paraître les plus débiles, entre guillemets, possibles. En revanche, faut
aussi partir du principe qu'il y a beaucoup de questions que tu n'as pas forcément besoin de poser à quelqu'un parce que tu peux trouver facilement la réponse si c'est une question facile sur Internet, dans le contenu de la personne, ce qui évite de déranger la personne pour une question bête et du coup garder cette cartouche quand c'est quelqu'un, mettons, de peu accessible. Si c'est quelqu'un, bien sûr. Parce que du coup, tu sais que... Bien sûr, c'est évident. Non, parce que moi, ça m'arrive parfois qu'on me pose des questions vraiment pas bêtes, mais tellement basiques que je suis en mode, en fait, même Internet peut te répondre, mon contenu peut te répondre et je le fais quand même parce que j'ai 22 ans, à leur place j'aurais adoré qu'on me réponde aussi, donc je le fais. Mais c'est un truc que je me dis, tombe sur quelqu'un qui est un peu plus hautain, qui a moins de temps, etc. La personne t'envoie chier alors que ça avait été une question méga pertinente, elle aurait pris le temps de répondre. Valorant parfois, et je le vois, mais prendre énormément de temps à répondre à des gens, je me dis, mais pourquoi tu mets autant de temps à répondre à un truc vraiment hyper long? Et il me dit, non, mais parce que là la question était intéressante. J'étais, ok, quoi. Tu vois, genre... Valorant, quoi. Valorant, pour lui faire un cœur. Vraiment. Et... Donc du coup, sur cette partie de questionologie, c'était pour moi un point important parce que tu sais, tous les gens qui se lancent, des fois, ont peur de poser des questions, apprendre justement comment faire, etc. Allez, j'ai vu une de tes vidéos il n'y a pas longtemps, justement, hey, salut. Pour moi, je trouve que c'est bien parce que c'est des petits tips basiques, tu vois, et c'est ça, moi, justement, que j'ai envie d'implémenter dans ce podcast. C'est des méthodes simples pour aller créer du réseau, pour aller mettre ton premier pas dans un business et après potentiellement pour pouvoir peut-être qu'on fera une V2 ensemble dans quelques mois avec des sujets plus poussés, tu vois, pour que les gens demain scalent un business, etc. Ton approche justement que tu as pu avoir sur tes propres réseaux, je suis désolé mais tu l'as déjà fait, mais voilà. Mais aujourd'hui, quand tu veux rencontrer quelqu'un, quand tu veux justement créer un réseau, c'est quoi la marche à suivre? Le premier truc à faire, c'est le culot, c'est oser. Après, ça dépend dans quel environnement tu es, mais en fait, c'est vrai que sur Instagram, je donne beaucoup de conseils sur une manière d'approcher les gens en termes de ce qu'il faut dire, comment il faut se tenir, les signes que tu peux renvoyer, les signes que tu peux comprendre de quelqu'un en phase gestuelle ou autre. Et typiquement, il y a une phrase qui marche incroyablement bien, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est quand tu es à un événement, en tout cas un endroit où t'es pas un festival, où t'es pas dans la rue, ce qui fait que t'es pas en boîte de nuit, quoi. Non, justement, même en boîte de nuit, ça pourrait marcher. Dans un lieu où en fait t'as pas un nombre infini de personnes, t'as une phrase incroyable pour commencer à parler avec quelqu'un et la rencontrer sans que personne vous ait présenté. Tu vas voir la personne de manière très sereine, très calme, et tu le regardes et tu dis salut, on n'a pas été présenté, je m'appelle Sixtine et toi. Et en fait, Moi, c'est Jérémy, enchanté. Non mais... non mais la personne, elle sait pas qui c'est, elle sait pas qui tu es. Ouais, bien sûr. Mais quand tu arrives avec autant d'assurance, très calme, et que tu poses la question, ça renvoie l'image de quelqu'un qui, de 1, a confiance en elle. Bien sûr. De 2, ça donne l'impression que tu connais suffisamment de gens à l'événement ou dans la pièce pour avoir le culot d'oser dire une phrase comme ça. Et donc la personne automatiquement ne prendra pas le risque de t'envoyer chier parce qu'elle va avoir un doute sur quel niveau sur qui tu es, exactement. Et en fait, c'est le meilleur moyen de casser En fait, le plus compliqué, c'est de briser la glace. Il faut avoir des petites phrases comme ça. Sauf, mettons, je sais pas, t'as ton verre, tu fais un petit chin de loin. Il y a plein de manières de le faire. Oui, je vois très bien les commentaires d'avance. T'es une fille, c'est plus facile, ce que tu veux. Oui, d'accord, désolé, la société fait comme ça. Je suis une fille, c'est peut-être plus facile. Qu'est-ce que je vous dise? Pour un mec, ça marche très bien aussi. Le nombre de fois, j'ai mis aussi le faire. Plein d'amis le faire, pas d'excuses. Parce que de toute façon, quand tu es dans un environnement, d'un événement ou dans un truc comme ça, un mec ou une meuf, les gens sont pas là pour le sexe de la personne. Enfin, bien sûr. Si, en fait, si, beaucoup si. Mais bon, c'est pas censé être le cas, donc c'est pas bizarre si vous le faites. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant justement des moments où je faisais des séminaires, des choses comme ça, où il y a des gens qui viennent me voir justement de cette façon-là. Ah, salut, moi je m'appelle un tel, comment tu vas? Je suis tellement pris de court en fait que je sais pas. Écoute, on n'a pas été présenté, effectivement, enchanté, Jérémy, je me retrouve à discuter 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avec cette personne et je me rends compte qu'en fait c'était une personne qui était venue, juste un spectateur, quoi, tu vois. Et pendant un moment donné, je croyais que c'était quelqu'un justement de la salle, d'important, tu vois. Donc c'est vrai que ça fonctionne. C'est le doute qui fait que tu prends le risque de continuer à parler avec la personne. Exactement. C'est cette peur du FOMO en fait, de cette miss opportunity de la discussion, bien sûr. Et je trouve que c'est intéressant comme tips en tout cas. Donc ok, donc pour résumer, sur les réseaux, soyons authentiques, règle numéro 1. Donc apprendre à se connaître soi-même, connaître ses faiblesses et ses forces. Ses faiblesses, ses forces. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner quelques petits tips pour faire comme un état des lieux, tu vois, de sa propre personne, justement avant de se lancer sur les réseaux, pour savoir si je choisis un format plutôt dynamique, un format peut-être juste audio. Comment, je sais pas, quelle est la checklist que tu ferais, tu vois, pour savoir comment t'orienter, tu vois? Je prendrais un créateur de contenu que je trouve pertinent sur les réseaux sociaux, auprès de qui je me retrouve bien. J'aime plus la façon dont la personne, en termes de forme, fait son contenu que le fond, parce que parfois ça peut être un fond qui n'a rien à voir avec toi, mais une façon de le faire. Est-ce que la personne, elle a de la gestuelle? Est-ce qu'elle est dans la rue en train de marcher? Est-ce qu'elle est assise à une table? Est-ce qu'elle a une chaise?
comment, et tu vois ce qui te plaît le plus, c'est souvent ce qui te plaît le plus, et d'ailleurs c'est quelque chose qui te représente le plus, on aime tous des choses qui nous représentent. Oui, parce qu'on s'identifie, bien sûr. Exactement. Et donc après, c'est comme ça que naturellement, en fait, il faut le faire de manière naturelle, ce qui te paraît le plus évident pour toi. Ouais, tant que ça reste en termes de format des vidéos pour Instagram et TikTok ou du texte avec une photo sur LinkedIn, après, ce que tu mets dedans ou ce que tu mets des petites couleurs, des photos, en fait, c'est propre à chacun. Et plus tu es authentique, sans être enfantin, ce qui est important, plus ça plaît. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se lancent en racontant beaucoup de bullshit, et on connaît pas mal de personnes là-dedans. Oh oui. Que, sans citer de nom. Sans citer de nom, évidemment. Ah, d'accord. Que la quête de l'authenticité n'a jamais été aussi forte. Et de toute façon, moi, je suis du principe que les gens qui racontent de la merde, en fait, se font toujours cramer au bout d'un moment, parce que tu peux pas constamment jouer un rôle, c'est trop fatigant. C'est fatigant, c'est usant. Le costume est trop grand. Je sais pas comment les gens feraient, franchement, honnêtement. Burn-out. Bah non, mais honnêtement, en fait, ils sont cramés parce qu'ils ont toujours le mot de trop, ou le mot pas assez. C'est pas naturel. Ils connaissent tous les sujets, mais en surface, jamais en profondeur. Et en fait, ça fait qu'au bout d'un moment, sur les réseaux sociaux, ils sont cramés. Et généralement, c'est des gens qui sont souvent 10 fois trop clivants sur les réseaux, parce qu'ils veulent se faire remarquer, et donc comme ils savent pas trop faire, ils cherchent le buzz. Voilà, exactement. Et très bien, moi je critique pas, moi je suis tellement libéral que chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, mais en tout cas moi c'est pas du tout un truc que je recommanderais à mes clients, mais en fait il faut toujours du contenu qui te ressemble, mais le plus important reste toujours de la valeur ajoutée quoi qu'il arrive. Ok. Et ça c'est un truc d'ailleurs qu'on ne le dit pas assez, je précise, quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement quelque chose que vous apportez aux autres, c'est-à-dire que vous créez une communauté parce que vous apportez de la valeur aux autres. Ça, c'est un fait. Donc ça convertit, ça vous crée du business. Il y a surtout une chose dont on ne parle pas assez, c'est que quand vous créez de la valeur sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour vous, à titre personnel, que c'est hyper enrichissant, parce qu'en fait, quand tu as fait des posts qui ont vraiment beaucoup de qualité en termes de fond, tu n'as juste pas d'autre choix que continuellement apprendre. Tu dois apprendre des choses, devenir une éponge à contenu. On appelle ça être une éponge à contenu, parce qu'en fait, quand tu postes constamment des trucs intéressants, t'es pas une encyclopédie, ça fait pas 50 ans que tu es dans ton industrie, donc en fait tu dois continuellement toi-même apprendre des choses et après le mâcher avec ton propre savoir, ton expertise, et c'est là que tu en ressors quelque chose qui te ressemble et en même temps qui est hyper intéressant. Et c'est un truc dont parle très peu de créateurs de contenu, c'est à quel point ça te pousse constamment à devoir apprendre des choses que tu as juste pas le choix. Donc en fait ça te fait même, c'est un exercice, c'est un mindset personnel c'est comme le sport, ça te fait même progresser de plus en plus vite. C'est un truc que tu n'as juste pas le choix de faire constamment. Quelque chose d'ailleurs, un exercice que moi je fais, que je faisais beaucoup sur mes réseaux avant, que je fais aussi maintenant avec mes élèves, c'est que tu sais, tu peux mettre des questions, tu vois, leur donner la possibilité de te poser des questions avec un petit onglet là, tu vois, sur Instagram. Et pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont peur et se disent oh là là, si des fois, je connais des gens qui veulent pas faire de live parce qu'ils ont peur de se retrouver en difficulté. La chose intéressante qui pourrait être faite, tu me dis si ça fonctionne, c'est justement de mettre cet encadré, que les gens te posent des questions directes, comme ça, tu as ces questions-là que ton audience se pose, tu vas aller chercher les infos si tu les as pas. Finalement, pendant 1 mois, 2 mois, t'apprends. Et quand tu sais assez de choses, en tout cas, les questions, c'est souvent les mêmes, tu vois, mais une fois que tu as fait le tour pendant 2 mois de toutes les questions de ton audience, tu peux faire un live en te disant que quoi qu'il arrive, tu as 99% de chances de tomber sur les questions qu'on t'a déjà posées. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est les podcasts qui apprennent le plus de choses. Oui, bien sûr, après, pour toi-même. Non, et même pour ta communauté. Parce qu'ils peuvent te voir... C'est-à-dire que les lives, c'est bien, mais en fait... T'as pas toujours beaucoup de gens. En fait, c'est en direct un live. En vrai, tu peux le garder après, mais bon, peu de gens le font. Donc, t'as beaucoup de gens qui peuvent rater ça. Enfin, c'est un peu. Alors que les podcasts, c'est un truc qui reste. Tu peux avoir les mêmes questions que tu me demandes à ta communauté. Posez-moi la question que vous voulez, tu les gardes et après tu peux y répondre dans un podcast. Dans un podcast, ouais, clairement. Je trouve que les lives, c'est dommage parce que tu passes beaucoup de temps pour peu de ROI à la fois pour ta communauté et à la fois pour toi, parce que c'est un truc qui est en direct généralement. Moi, c'était dans le sens, en fait, si tu veux, où pour justement continuer à t'auto-éduquer, prendre confiance en toi, justement, le fait de récupérer un maximum de questions et de pouvoir en fait justement les traiter, ça va te permettre de te mettre dans la difficulté sans forcément y être, puisque ces questions, tu les reçois hors antenne quelque part. Des questions, moi tu vois, quand j'ai commencé l'immobilier par exemple, je savais pas tout, tu vois, il y a des questions auxquelles j'étais confronté, ça m'est déjà arrivé de me retrouver en live et d'avoir des questions et bon, tu vois, même si tu es, on va dire, expert pour les autres de ta niche, je me suis jamais proclamé expert, je dis que je suis un élève qui continue de se former, puisque si tu arrêtes, t'es mort. Et finalement, des fois, je me suis retrouvé en difficulté. Et c'est vrai que, tu vois, le fait justement de faire cette petite questiologie-là en story, de récupérer un maximum de questions, ça m'a permis d'aller chercher justement des réponses. Moi, plus justement je connais leurs questions, plus je vais chercher des réponses, plus mon cerveau justement apprend de choses, plus je prends confiance en moi et plus après, il est plus facile pour moi encore de créer du contenu. Tu vois ce que je veux dire ? Sur une partie de prise de confiance en soi, alors, je parlais. Je comprends, mes podcasts, c'est pareil. Moi, c'était un peu... J'avais bien
Okay, sur le podcast, c'est pareil, parce qu'au début, tu connais pas forcément toutes les réponses. Ah, toi, tu veux dire en fait faire les réponses du coup via des podcasts qui peuvent être réutilisés. Les deux, les deux sont top, les deux rénomment. C'est juste que généralement, autant faire un truc qui aussi aide beaucoup de clairement. En fait, les podcasts, c'est. Podcast audio, alors du coup, réponse-question, podcast audio. Ouais, ou même filmé, enfin, ça, le format que tu veux, mais ça te fait qu'au bout d'un moment, tu as tout le temps le même genre de discours parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et tu commences à avoir l'habitude de. À force de. En fait, plus tu y réponds, plus tu trouves toujours un élément de plus à chaque fois. Ce qui fait qu'après, tu as des réponses de plus en plus construites. Ok. Après, tu peux créer comme une espèce de site avec des FAQ, avec les questions les plus posées, tes vidéos dessous et ta. Bien sûr, ah ouais, bien sûr. Donc, du coup, les personnes aujourd'hui qui veulent se lancer sur Instagram, TikTok, que ce soit les différents formats, est-ce que tu peux nous dire à peu près les codes, c'est-à-dire le nombre de posts, nombre de stories, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, voilà, quels sont les codes des différents réseaux? Sur LinkedIn, enfin en fait, qu'importe le réseau social, plus tu postes, plus tu grossis vite. C'est une intelligence artificielle, c'est fait exprès. En revanche, LinkedIn, par exemple, tu n'as pas besoin de poster 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 pour vraiment bien exploser. Moi, j'ai gagné quasiment 40 000 abonnés en un an sur LinkedIn, ce qui est énorme pour une femme comme LinkedIn, en postant que 3 fois par semaine, parce que j'avais que des contenus vraiment qualitatifs, ou en tout cas qui apportaient quelque chose à mon audience. Et très peu de contenu vraiment hyper inspirationnel en mode j'ai fait un saut en parachute et j'ai compris que ma vie allait changer, tu vois, comme ça, ou shit. J'ai jamais fait, c'est mon délire parce que c'est pas tout la cible que je veux toucher. Donc en fait, c'est un truc que j'ai très peu fait. Est-ce que tu as sauté en parachute, toi? Non, pas encore. Ah voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Faut que je le fasse. Vraiment que je le fasse. Avec Valorant, on voulait vraiment le faire en plus. C'est cool en plus. Ouais, bah, j'en doute pas. Et donc c'est pour ça que LinkedIn, moi je recommande toujours au moins 3 fois par semaine. T'as pas besoin de le faire 10 fois plus. En revanche, pour Instagram et TikTok, faut que tu. En fait. Moi, quand j'arrête pas dès que je... Enfin, là, j'ai gagné 100 000 abonnés en 6 mois parce qu'en fait, je postais quasiment tous les jours. Normalement, c'est ça la réalité. Et là, j'ai repris 40 000 abonnés en un mois parce que j'ai posté tous les jours. Okay. En fait, c'est con, mais les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, tu pètes quand tu publies tous les jours parce que tu as plus de chances qu'au bout d'un moment, il y en a une qui pète. Et donc, en fait, que ça fait que les gens s'abonnent à toi parce que comme tu as d'autres contenus intéressants sur la même niche, ça donne envie aux gens de te suivre parce qu'ils savent que tu vas constamment publier... Du coup, je m'ai un peu bouché. Pardon. Je t'en prie. Donc, en résumé, on va arriver sur une conclusion. Je vais te poser 2 questions pour terminer. J'en aurai une 3e après. Non, elles sont simples. La première question, je suis une société, je veux me lancer sur les réseaux. Quels sont tes conseils pour moi? Ne jamais se mettre en avant sur les réseaux sociaux via un compte entreprise ou via une page entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la quête de l'authenticité et de l'être humain n'a jamais été aussi forte par le biais du tout le bullshit qui existe. Pour que les gens aient envie d'adhérer à ton projet, de prendre tes services, ou en tout cas de te retenir, tout simplement de retenir ce que tu fais, il faut que ça passe par le biais d'un être humain, donc du personal branding. De mettre en avant ton entreprise et tes services par toi, par le fondateur ou par quelqu'un de la boîte. Sinon, les gens ne vont jamais s'attacher à toi, ne vont jamais avoir confiance en ce que tu fais, et ne vont surtout jamais vraiment comprendre, pouvoir se dire, mais attends, mais... S'il le fait aussi bien ou quel truc, si machin, je le reconnais à des événements, à des machins, je lui parle. Ah bah oui, mais c'est bien tel mec que j'ai vu qui parlait de telle bonne entreprise. Sauf quand t'es Nike ou Coca, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Ou quand t'as un média, parce que c'est le but que tu mettes constamment en avant ton entreprise, mais bien tu grossiras toujours beaucoup plus lentement que quelqu'un, un être humain. Donc ça, quoi qu'il arrive, qu'importe le réseau social, que ce soit un fondateur ou quelqu'un d'entreprise qui mette en avant l'entreprise par le biais de son propre personal branding. Donc voilà. Ok, très bien, parfait. 2e question, je suis une personne lambda et je veux faire... gonfler ma notoriété pour potentiellement après monétiser une compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas d'audience. J'avais pris l'exemple tout à l'heure avec Manoa, justement sur la mère au foyer qui veut monétiser demain un accompagnement pour les mamans pour après à gérer leur maison, gérer leurs enfants, le stress, le machin. Quelle est la directive de quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux, une personne lambda qui n'est pas une société? Alors déjà, avoir en tête que ça prend du temps de se développer sur les réseaux sociaux et qu'il ne faut pas lâcher. C'est la régularité le plus important. Il ne faut pas perdre espoir parce qu'au bout de 1 mois et demi ou 2 mois, tu n'as pas de résultat. C'est normal. Généralement, les gens pètent souvent du jour au lendemain. Donc ça, il faut avoir ça en tête. De 2, si tu sais vraiment pas le faire, etc., passe par une agence qualifiée. Moi ou d'autres, t'en as plein qui le font bien, j'ai pas de doute. Et si tu veux vraiment le faire par toi-même parce que tu as vraiment du temps et tu as que ça à faire, choisir le bon réseau social en fonction de la cible que tu veux toucher. Faire du contenu où tu es suffisamment au début calé pour que tu n'aies pas besoin de faire trop de recherches et de perdre trop de temps pour les premiers contenus que tu vas faire, sinon tu vas arrêter parce que tu n'auras pas assez de résultats contrairement au temps que tu as mis et ça va te décourager. Et surtout partir constamment du principe que qu'est-ce que la toi d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans en fonction des sujets que tu traites aurait aimé entendre sur ce sujet-là. Et partir de cette base-là tout en
créant plein de valeurs ajoutées autour d'une même thématique. Il ne faut pas parler que constamment du service que tu vends, de ce que tu proposes. Au contraire, moins tu parles de ça, plus ça va convaincre les gens d'adhérer à ce que tu fais. Parce que plus tu fais des posts qualitatifs, mettons, sur c'est quoi une bonne mère au foyer, qu'est-ce qu'elle peut faire quand ses enfants ne sont pas là, qu'est-ce qu'elle doit faire. Enfin, plein d'astuces, de conseils autour de ça donneront beaucoup plus envie aux gens d'avoir cette personne-là pour l'accompagner sur qu'est-ce qu'une bonne mère au foyer en termes d'accompagnement, ce que tu veux, que de constamment, ça te disait, alors moi, en tant que mère au foyer, voici mes services, voici... T'as pas envie, en fait. Non, Les gens adhèrent quand ils comprennent que la personne est vraiment experte sur son domaine et qu'elle sait vraiment de quoi elle parle. Pas quand elle parle constamment de son service, du prix et de ce qu'elle peut apporter. Voilà, bien sûr. D'abord montrer... C'est un rapport de séduction. Plus tu te vends, moins ça donne envie à la personne de t'acheter. Mais t'as compris. J'ai compris. Ok, cool. Dernière question, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est quoi pour toi ? Quel est l'objectif ? Tu es jeune, 22 ans, un média qui explose, des perspectives d'évolution énormes. Comment tu vois les 5-10 prochaines années ? Quelles sont les étapes ? Est-ce que c'est déjà... J'imagine qu'il y a des choses qui sont déjà processisées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, déjà aujourd'hui, on est devenu un groupe média et on a pour but de continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire au long terme, avoir 5-6 médias dans notre panel, des médias sur des niches qui sont sous-exploitées et qui ont un énorme axe de développement, que ce soit à la fois en termes d'image de marque et en termes de business. Donc là, tu vois, il n'y avait aucun média sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France, alors que c'est un énorme secteur. Là, on en a racheté un. Après, ça peut être plus tard un média sur les RH, sur la tech. En fait, plein de niches qui ont à la fois des gros business models à développer et en même temps que c'est une très bonne image de marque parce que ça résout un vrai besoin, soit pour les entreprises, soit pour les êtres humains en fonction de là où ils sont. Clairement. Continuer à développer les agences, à les scaler. Juste trouver à chacune des agences leur product market fit dans le sens un produit qui apporte énormément de valeur ajoutée et qui tourne tout seul sans qu'il y ait besoin d'avoir des services humains derrière. Ouais. Je pense très prévu qu'on lance une formation sur les réseaux sociaux qui du coup sera moins chère que nos propres services d'accompagnement mais qui sera hyper qualitative et en fait on va prendre un peu de temps pour la faire mais je pense qu'on va développer début 2024 parce que c'est un truc qui peut apporter énormément de valeur ajoutée aux gens qui sera moins cher donc plus accessible et ça tourne tout seul et c'est ROIs pour tout le monde, c'est 20 sur 20. C'est vrai, 20 sur 20. On est en train de développer un énorme projet sur le pinceau mais j'en parle pas encore tant que c'est pas encore lancé et ça va être un gros truc aussi. Donc non, il y a pas mal d'évolutions. De toute façon, on continue nous à construire nos bases solides, à se développer, à recruter, à scaler tout simplement. De toute façon, on est beaucoup plus... Après, on avance très vite, mais on est très à travailler avec une équipe longue durée, donc on essaie de trouver toujours des bons profils et on scale tous les temps différentes étapes dès qu'on a à chaque fois des bons socles. Tu scales sur les mains. Exactement, normal. On scale sur les mains. C'est normal. Et puis non, écoute, après, continue à développer les réseaux sociaux aussi parce que c'est tellement important qu'il faut le faire. Et puis, Cool. Voilà, ok, écoute, merci beaucoup Sixtine pour cette partie sur l'art. Je pense qu'on en sait un petit peu plus maintenant sur les réseaux, comment se lancer, dans quelle direction, etc. Pour, je pense, toutes les personnes qui vont écouter, ça serait un plaisir de pouvoir savoir quelles sont les thématiques, quels sont les doutes, et puis de se rappeler que toi aussi, tu as eu peur de la caméra. Ça tellement. Si tu as des petites photos d'avant à nous transmettre. Tu peux les trouver tout au bout de mon Insta. Ok, cool. On va aller fouiller. Je dois y avoir plus de 400 contenus, donc ça met du temps à descendre. Magnifique. Non, mais au début, je ressemble à rien, le truc est affreux, il n'y a rien qui va, et c'est normal, il faut l'accepter, il faut s'en foutre du regard des autres. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais jouer le jeu, je mettrai quelques vidéos de moi au début aussi, comme ça. Oui, me laisse pas seule dans la salle, s'il te plaît. On fera un sketch. Merci beaucoup, et puis à très vite.